quelle vérité glaçante t'empêche de fermer l'œil la nuit. Ma sœur Rachel, c'était la grande héroïne de la famille. Tout le monde la félicitait parce qu'elle s'occupait de notre grand-père après son AVC, se levant aux aurores, dormant chez lui chaque nuit. Mon petit frère de 11 ans et moi, on s'est un jour faufilé chez lui pendant que Rachel était au travail. À notre arrivée, il a bondi hors de son fauteuil roulant, tout tremblant, et nous a supplié de ne rien dire à Rachel sur notre visite. Ses bras étaient couverts de bleu, la pièce empestait l'urine, et il sanglotait en marmonnant qu'elle le privait de nourriture, lui passait du métal à fond toute la nuit pour l'empêcher de dormir, et volait ses allocations. C'est ce même jour qu'on l'a retrouvé mort dans son fauteuil, Rachel debout à côté, en larmes, expliquant qu'il s'était étouffé avec de l'eau. J'avais 15 ans quand ma sœur Rachel, de 2 ans mon aînée, est devenue ce pilier familial. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a compris qu'elle torturait notre grand-père Marty. Tout a basculé après son AVC. Nos parents, déjà éreintés par leur boulot d'agent d'entretien, bossant plus de 60 heures par semaine, ont accepté sans hésiter quand Rachel a proposé de s'occuper de lui. Elle débarquait chez lui tous les matins avant l'aube et y dormait chaque soir après les cours. Mais rapidement, elle a commencé à perdre pied. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, elle a fait irruption, furieuse, à la recherche de son ordinateur. « Il est où, bon sang ?» a-t-elle hurlé en balançant mes livres par terre. Ma sœur, autrefois si douce, avait le visage déformé par la colère. Je l'ai regardée, complètement sidérée. Je sais que tu l'as pris. Son genou n'était pas loin de s'écraser dans mes parties. Alors j'ai craché la vérité. Il est sous ton lit. D'un coup, elle s'est calmée. Ah oui, pardon, je suis sur les nerfs en ce moment. À partir de là, j'ai senti que quelque chose n'allait plus. Chaque semaine, Rachel nous racontait de nouvelles galères. Grand-père qui l'aurait frappé avec sa canne, qui refusait ses médicaments, qui l'insultait. Et nous, Samy et moi, on buvait ses paroles comme tout le reste de la famille. Après tout, elle avait tout d'une adolescente exemplaire, prête à se sacrifier pour les autres. Même quand nos bras portaient encore les marques de ses accès de colère, je continuais à chanter ses louanges partout et les profs eux-mêmes étaient indulgents avec elle. Pourtant, un truc clochait. Personne d'autre n'avait jamais vu grand-père se montrer agressif. À chaque fois que maman proposait de l'aider, Rachel insistait, c'était elle qui gérait, point final. Un jour, j'ai voulu lui faire plaisir en amenant un panier garni chez grand-père. À peine la porte ouverte, elle m'a collé une gifle. « T'as pas idée du stress que tu me rajoutes. Je suis déjà débordée, fiche-moi la paix. » J'ai mis ça sur le compte des hormones et je l'ai laissé tranquille. La vérité n'a éclaté que le jour de mes 16 ans. Samy devait préparer un exposé sur la famille et comme Rachel n'a jamais répondu à mon message, on a fait ce que n'importe quel ado aurait fait. On est allé rejoindre grand-père pendant son absence. Je m'attendais à tomber sur un vieux monsieur attendrissant, mais c'est un homme terrifié qui nous a accueillis, prêt à bondir de son fauteuil, les yeux écarquillés, la voix tremblante. Ne lui dites pas que vous êtes venu. Il avait tant de mal à tenir les accoudoirs que ses mains en frémissaient. Quand j'ai voulu le réconforter, il s'est recroquevillé, suppliant « Je suis désolé, je ne voulais pas ». Le pire, c'est le moment où une portière a claqué dehors. Grand-père est devenu livide. Il répétait « Cachez-vous, c'est Rachel, cachez-vous ». Mais ce n'était qu'un voisin. En lui expliquant la situation, il s'est effondré de soulagement, en larmes. J'ai alors remarqué ses bras maigres, couverts d'échymose. Samy a fait remarquer que ça sentait mauvais. Grand-père a tout déballé. Rachel le faisait passer pour fou, le privait de nourriture, cachait ses médicaments, le frappait à des endroits qu'on ne pouvait pas voir, et lui passait du métal à fond pour l'empêcher de dormir. Elle lui prenait même ses allocations, et il n'osait rien dire, de peur d'être envoyé en maison de retraite. J'avais envie de hurler, mais il fallait agir. Heureusement, nos parents étaient à la maison ce jour-là. Dès qu'on leur a tout raconté, on a foncé tous ensemble chez grand-père. Mais il était déjà trop tard. On l'a retrouvé sans vie dans son fauteuil, Rachel debout auprès de lui, en train de pleurer à chaudes larmes. Je viens d'arriver, il a dû s'étouffer avec de l'eau en mon absence. Nos parents l'ont cru. Elle m'a serré fort dans ses bras, alors que je n'avais qu'une envie, qu'elle finisse derrière les barreaux. Mais il me fallait des preuves. Le trajet du retour s'est fait dans un silence glaçant, juste interrompu par les sanglots étouffés de maman. Rachel était assise entre Samy et moi, sa main agrippée à la mienne comme si elle cherchait du réconfort. Je me suis retenu de la repousser, la nausée au ventre à l'idée du calvaire de grand-père. À la maison, les secours étaient déjà arrivés. Rachel s'est précipitée vers eux, voix brisée, racontant comment elle l'avait trouvé. Je l'ai observé en silence. Ses joues restaient sèches, ses phrases sonnaient faux, comme apprises par cœur. Pendant ce temps, nos parents étaient réellement anéantis. Papa tremblait, maman s'accrochait à lui, complètement dévastée. Les secours posèrent leurs questions habituelles tandis que la police prenait des notes. Rachel répondait sans hésiter, précisant qu'elle venait tout juste de terminer son service à la supérette. Elle a même sorti un ticket de caisse pour prouver qu'elle avait acheté des fleurs pour lui en chemin. Je l'ai vu nous jeter de fréquents coups d'œil, à Samy et moi, sûrement pour vérifier si nous allions parler de notre visite plus tôt dans la journée. Sur le trajet du retour, mon téléphone a vibré. Rachel m'avait envoyé un message. Merci de me soutenir. C'est tellement difficile, mais au moins on se serre les coudes. L'emoji en forme de cœur m'a glacé le sang. Elle n'utilisait jamais d'emoji, encore moins des cœurs. J'ai immédiatement fait une capture d'écran, un mauvais pressentiment me soufflant que cela pourrait servir. Ce choix d'emoji me paraissait complètement déplacé, comme si elle célébrait un événement, au lieu de faire son deuil. En rentrant, je suis allé directement dans ma chambre, mais les murs trop fins laissaient passer tous les bruits de la maison. J'entendais Rachel au téléphone dans la pièce d'à côté, sa voix résonnait à travers le mur. Elle riait, un vrai éclat de rire. Je me suis approché, l'oreille collée au mur, et je l'ai entendu distinctement. Oui, enfin, je suis libre. Fini de me lever à 5 heures, fini de supporter ces histoires. Je vais enfin pouvoir vivre vraiment. Mes mains se sont mises à trembler.
Notre grand-père venait à peine de mourir. J'ai saisi mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer, le collant contre le mur. Le son était un peu étouffé, mais on comprenait parfaitement ses mots et surtout son ton. Joyeux, soulagé, presque en train de fêter ça. En bas, j'entendais nos parents au téléphone avec la famille, en pleurs, en train d'organiser les funérailles. Ce contraste me donnait la nausée. J'ai sauvegardé l'enregistrement sur 3 clouds différents, parano à l'idée de perdre cette preuve. Plus tard, en allant aux toilettes, j'ai croisé Samy qui y était déjà. Il m'a tiré à l'intérieur et a verrouillé la porte, puis il m'a montré son téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'il faisait défiler les photos. Il avait pris des clichés des bleus de grand-père avant que nos parents n'arrivent. Les marques violettes et jaunes ressortèrent crûment sur sa peau pâle. Certaines avaient la forme de doigts, d'autres ressemblaient à des hématomes provoqués par des coups. Je savais qu'il se passait quelque chose, a chuchoté Samy. Je prends des photos depuis des semaines, regarde. Il m'a montré d'autres images, des captures d'écran des réseaux sociaux de Rachel où elle se plaignait de devoir s'occuper de grand-père, publiées pile après l'arrivée de son chèque de retraite. Il y avait aussi des photos de boîtes de médicaments au nom de grand-père dans la chambre de Rachel, datant de plusieurs mois. Ce soir-là, au dîner, on s'est tous retrouvés autour de la table, dans un silence pesant. Maman avait préparé le plat préféré de grand-père comme un dernier hommage. Rachel jouait avec sa fourchette, puis a soudain lancé « Je pense qu'on devrait opter pour la crémation. Ça aiderait tout le monde à avancer plus vite. Et puis, c'est ce que grand-père aurait voulu. Ma fourchette m'a échappé des mains. La crémation effacerait toutes les traces de maltraitance. » J'ai pris sur moi pour garder mon calme et proposé peut-être qu'on devrait plutôt organiser une cérémonie avec cercueil ouvert pour que chacun puisse lui dire au revoir dignement. Grand-père avait beaucoup d'amis dans son club de poker. Rachel a blêmi une fraction de seconde avant de se ressaisir. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il n'avait pas l'air très paisible quand je l'ai trouvé. Ça risquerait de choquer. Les pompes funèbres sauront arranger ça, ai-je répliqué en la fixant. Ils sont très doués pour le maquillage et tout le reste. Elle a voulu protester, mais maman m'a soutenu, arguant que ça aiderait tout le monde à faire son deuil. Rachel a crispé la mâchoire, puis a acquiescé d'un sourire forcé. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Vers 2h du matin, une lumière m'a réveillé dans ma chambre. J'ai entrouvert les yeux et j'ai aperçu Rachel, penchée sur mon téléphone, en train de tout fouiller, photos, messages, tout. J'ai fait semblant de dormir, respirant paisiblement. Elle a jeté un regard dans ma direction et j'ai refermé les yeux aussitôt. Après ce qui m'a semblé une éternité, elle a reposé mon téléphone sur la table de nuit et s'est éclipsée sans bruit. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'elle pouvait l'entendre depuis le couloir. J'ai attendu encore 1 heure avant de vérifier mon téléphone. Elle avait supprimé la capture d'écran de son message, mais heureusement, je l'avais déjà sauvegardé sur le cloud. Elle avait aussi fouillé mon appli d'enregistrement, mais n'a rien trouvé. J'avais caché l'audio sous un faux nom dans un autre dossier. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Rachel a lâché une bombe. « Maman, papa, je m'inquiète pour les enfants », a-t-elle annoncé en remuant son café. « Hier, j'ai découvert qu'ils étaient entrés chez grand-père sans autorisation. Ça l'a vraiment bouleversé le dernier jour. J'ai failli m'étouffer avec mes céréales. » Les yeux de Samy se sont arrondis. « Quoi ?» Maman s'est tournée vers nous, choquée. « Oui !» a poursuivi Rachel d'un ton faussement angoissé. « Grand-père m'a appelé, paniqué. Il m'a dit qu'ils étaient revenus sans prévenir, posaient un plein de questions, fouillaient dans ses affaires. Vous savez, comme il était parfois confus, c'est sûr que ça l'a énormément stressé et que... » Elle a laissé sa phrase en suspens, comme pour nous faire porter le poids de la suite. « Comment avez-vous pu faire ça ?» La voix de papa était sèche. « Votre grand-père était malade. Vous saviez qu'il était anxieux. Mais on voulait juste... a tenté Samy. « Aucune excuse, » l'a coupé maman. « Vous l'avez bouleversé le dernier jour de sa vie. Comment avez-vous pu être aussi imprudent ?» Rachel a caché un sourire derrière sa tasse, mais je l'ai bien vu. Elle savait qu'on ne pouvait pas se défendre sans révéler ce que grand-père nous avait confié, et de toute façon, nos parents ne nous auraient pas cru. Une manipulation parfaite. Le lendemain, aux pompes funèbres, le directeur a pris nos parents à part. Je me suis approché discrètement pour entendre. « Je dois vous signaler, » a-t-il dit à voix basse, que le défunt présente de nombreuses ecchymoses. Il faudra un maquillage spécial pour la cérémonie avec cercueil ouvert. Rachel est intervenue aussitôt. Oh, ça vient de ses chutes. Il refusait d'utiliser son déambulateur. Les médicaments le rendaient étourdi. Il tombait tout le temps. Je lui ai répété 1000 fois de faire attention. Elle s'est tournée vers le directeur. Finalement, on devrait peut-être reconsidérer la cérémonie avec cercueil ouvert. Je ne voudrais pas que les gens s'imaginent des choses. J'ai fait un pas en avant. Non, je pense qu'on devrait laisser la cérémonie ouverte. Les amis de grand-père ont le droit de lui dire au revoir une dernière fois. J'ai sorti mon téléphone, comme si je voulais vérifier l'heure, alors qu'en réalité, j'ai lancé l'enregistrement. Tu dis qu'il tombait à cause de ses médicaments ? Oui, a répondu Rachel, sans se douter de rien. Surtout les anticoagulants, il suffisait d'un léger contact pour qu'il se couvre de bleu. Et avec les anxiolytiques, il perdait l'équilibre. Le médecin m'avait prévenu depuis des mois. Le directeur hochait la tête d'un air compréhensif tout en prenant des notes. J'ai continué à enregistrer pendant que Rachel détaillait la prétendue maladresse de grand-père, chaque mensonge s'ajoutant à la liste des preuves. Plus tard, pendant que nos parents choisissaient les fleurs, Samy m'a embarqué discrètement dans les toilettes. Franchement, Rachel devient de plus en plus flippante. Tu sais qu'elle a fouillé la chambre de son frère à 2h du matin pour effacer des preuves, on se croirait dans un polar. Il était livide en me montrant son téléphone. Regarde ce que j'ai trouvé. Rachel a posté ça sur TikTok hier soir puis a supprimé la vidéo 10 minutes après. J'ai eu le temps de faire une capture avant. Sur la vidéo, on la voyait dans sa chambre. Musique douce en fond. La légende disait « Fini la prise en charge. Ma vie commence. Enfin libre. Nouveau chapitre. »
plus de fardeau. L'heure de publication correspondait à quelques heures après la mort de grand-père. Les hashtags m'ont glacé le sang. Je l'ai tout de suite envoyé par mail et sauvegardé partout, juste au cas où. L'après-midi même, Rachel a publié un hommage larmoyant à grand-père sur Instagram. Une photo d'eux à Noël dernier, accompagnée d'un long message dans lequel elle expliquait combien elle avait été honorée de s'occuper de lui et à quel point il allait lui manquer. En quelques heures, elle a reçu une avalanche de messages de condoléances, de compliments sur son dévouement, certains allaient même jusqu'à l'appeler un ange. Je l'ai vu faire défiler tous ses commentaires à la table de la cuisine, un petit sourire satisfait aux lèvres. Elle savourait l'attention. Un peu plus tard, Samy est revenu vers moi avec une nouvelle révélation. Il devait imprimer un document pour l'école et a demandé à utiliser l'ordinateur portable de Rachel, le nôtre étant hors service. Elle l'avait laissé ouvert, connecté à ses messages. Il est tombé sur une vieille conversation par texto datant de 3 mois avec son amie Cathy. Rachel avait écrit « J'ai hâte que le vieux claque. J'en peux plus de ces histoires. » Katie avait répondu « LOL, t'es dur, mais au moins t'es payé, non ?» Rachel, pas assez pour vivre ce cauchemar, mais quand il sera parti, tout me reviendra. Samy a eu le réflexe de prendre des photos de l'écran avant que Rachel ne revienne. L'heure de la discussion correspondait à peu près au moment où, selon Rachel, la santé de grand-père avait commencé à se dégrader. Aux funérailles, comme à son habitude, Rachel a tout organisé d'une main de fer. Elle m'a assigné à l'accueil des invités, histoire de m'occuper et de m'éloigner de ceux qui connaissaient bien grand-père. Samy, lui, devait s'occuper du livre d'or. Rachel s'est débrouillée pour être la seule à parler aux proches de grand-père, racontant sa version des faits sur la confusion et les chutes. Mais j'ai remarqué un détail. Madame Chen, la voisine de grand-père, essayait sans cesse de m'approcher. À chaque tentative, Rachel l'interceptait, la prenait doucement par le bras et lui murmurait des paroles compatissantes. Madame Chen semblait frustrée, mais trop polie pour faire une scène ce jour-là. La semaine suivante, la situation a empiré. Rachel a contacté mon patron à la boutique de glace où je bossais à mi-temps. Je ne sais pas ce qu'elle lui a raconté, mais d'un jour à l'autre, mon emploi du temps est passé de 20 à 5 heures par semaine. Quand j'ai demandé des explications, il s'est contenté de dire qu'il fallait tenir compte de la situation familiale et que Rachel lui avait expliqué que j'avais besoin de temps pour faire mon deuil. Quand j'ai voulu lui assurer que je pouvais travailler, il m'a tapoté l'épaule et m'a dit « Ta sœur m'a dit que tu étais peut-être dans le déni. Ça arrive. Tu dois prendre le temps qu'il te faut. » Puis la conseillère d'orientation du lycée m'a convoqué, avec le même air inquiet. « Rachel est passée hier. Elle s'inquiète pour toi. Elle dit que tu as du mal à encaisser le décès de ton grand-père. »« Je vais bien, » ai-je insisté. « Vraiment, je n'ai manqué aucun cours. » « Parfois, le deuil se manifeste de façon inattendue, » a-t-elle répliqué d'une voix douce. Rachel a mentionné que tu avais des comportements étranges, que tu inventais des histoires. Peut-être que quelques jours de repos te feraient du bien, le temps de digérer tout ça. J'ai eu beau protester, sa décision était prise. Rachel avait eu le temps de passer avant moi. On m'a renvoyé chez moi avec un mot préconisant une semaine de repos pour raison de santé mentale. J'ai décidé d'aller voir Madame Chen pendant que Rachel travaillait. Le visage de la vieille dame s'est illuminé en me voyant, puis elle a pâli d'un coup. Oh mon pauvre, je suis vraiment désolé pour ton grand-père. J'ai essayé de lui rendre visite ces derniers mois, mais Rachel me disait toujours qu'il dormait ou qu'il n'était pas en état de voir du monde. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? Ai-je demandé. Elle a réfléchi un instant. Ça fait bien 4 ou 5 mois. Avant, je lui apportais de la soupe chaque dimanche, mais Rachel m'a dit que ça lui donnait mal au ventre. Ensuite, elle m'a expliqué qu'il devenait parano avec les visiteurs. Mais tu sais ce qui est bizarre ? Je me suis penché vers elle. J'entendais de la musique chez lui à n'importe quelle heure. Du métal, et pas du tout discret, à fond au beau milieu de la nuit. Une fois, j'ai appelé pour me plaindre, et Rachel m'a répondu que ça l'aidait à dormir. Quel vieux dort avec du métal à fond ? Mes mains se sont crispées. Grand-père nous avait parlé de ses insomnies, mais là, l'entendre par quelqu'un d'autre rendait tout ça bien concret. Tu as déjà appelé la police ? Oui, une fois, mais Rachel les a reçus à la porte. Elle leur a dit que son grand-père était sénile et obsédé par la musique forte. Ils sont repartis sans même le voir. Madame Chen a secoué la tête, amère. J'aurais dû insister. Je savais qu'il y avait un problème. Pendant la réception après les obsèques, mon cousin Marc a remarqué quelque chose. Et, ce ne serait pas la montre de grand-père ? Il désignait le poignet de Rachel, où brillait une Rolex vintage. Rachel a effleuré la montre avec tendresse. C'est ce qu'il voulait. Il me l'a donné la semaine dernière. Il disait que c'était ma récompense pour m'être occupé de lui. Elle a esquissé un sourire triste. Je ne voulais pas la prendre, mais il a insisté. Marc me lançait un regard dubitatif, mais il s'est abstenu de tout commentaire. J'ai rangé ça dans un coin de ma tête. Je me souvenais que grand-père avait eu peur de Rachel la semaine dernière. Jamais il ne lui aurait confié quoi que ce soit de son plein gré. Ce soir-là, j'ai créé un faux compte Instagram pour enquêter. Rapidement, je suis tombé sur l'activité de Rachel dans plusieurs groupes de soutien pour aidants familiaux. Elle les avait rejoints pile au moment où elle avait commencé à s'occuper de grand-père, il y a environ 8 mois. Mais ces messages m'ont paru louches. Au lieu de chercher du réconfort ou des conseils pratiques, elle ne posait que des questions juridiques. Que se passe-t-il pour une succession si une personne âgée meurt sans avoir modifié son testament ? Est-ce qu'un aidant peut recevoir une rémunération sur la succession après le décès ? Comment prouver qu'une personne âgée n'était plus apte mentalement ? Les réponses étaient censées l'informer, mais je voyais bien que Rachel s'en servait pour brouiller les pistes, pas pour aider grand-père. Lors de la réception, le docteur Morrison, le médecin traitant de grand-père, m'a abordé pendant que Rachel était occupée ailleurs. « Je suis sincèrement désolé pour votre perte », a-t-il commencé, l'air un peu désorienté. Je dois dire que son décès m'a surpris. J'essayais de programmer une visite de contrôle depuis des mois, mais Rachel me disait toujours qu'il était trop anxieux pour sortir. « Vous vous souvenez de son dernier vrai rendez-vous » ai-je demandé. Le médecin a cherché un instant dans ses souvenirs. « Ça doit bien faire 6 mois. »
mais Rachel m'appelait régulièrement pour renouveler ses ordonnances. Elle assurait qu'elle veillait sur lui à la maison. Il a marqué une pause, puis a ajouté « Tout va bien? Vous me semblez inquiet ?» Avant que j'aie pu réagir, Rachel est arrivée à mes côtés, les yeux déjà embués de larmes. « Docteur Morrison, merci d'être venu. C'est si difficile. Toutes ces questions médicales me font revivre la souffrance de grand-père. » Le médecin s'est empressé de présenter ses condoléances, puis s'est éclipsé, Rachel le tenant à distance. Avant de partir, elle m'a jeté un regard qui ne laissait planer aucun doute sur ses intentions. Ce soir-là, maman est venue me trouver dans ma chambre. « Chérie, pourquoi tu as interrogé le docteur Morrison? Rachel m'a dit que tu posais plein de questions sur la santé de grand-père. »« Je voulais juste comprendre. Ce n'est pas le moment. » m'a coupé maman d'un ton sec. « Ta sœur est en deuil, nous le sommes tous. On n'a pas besoin que tu jettes de l'huile sur le feu. » J'avais envie de crier. Rachel avait encore réussi à devancer tout le monde, me faisant passer pour l'élément perturbateur auprès de maman. À chaque fois, elle avait une longueur d'avance, et j'étais celui qu'on accusait de perturber le deuil familial. Son isolement fonctionnait à merveille. Mes heures de travail avaient été réduites, le lycée voulait que je reste à la maison, et mes parents me voyaient désormais comme le fauteur de troubles. Seul Samy me croyait, du haut de ses 11 ans. On était seuls contre tous, mais il était hors de question que j'abandonne. Grand-père méritait que la vérité éclate, et j'étais bien décidé à lui rendre justice. Il me suffisait d'être plus malin que Rachel, de rassembler des preuves que même mes parents ne pourraient plus ignorer. La partie ne faisait que commencer. Rachel s'est mise à surgir à l'improviste quand je voyais mes amis, s'incrustant à la cafétéria du centre commercial où on traînait après les cours, s'invitant dans les conversations avec une aisance déconcertante. Tyler, mon meilleur pote, était d'abord un peu gêné, mais Rachel l'a rapidement séduit en racontant à quel point il était difficile de faire face au deuil familial. En quelques jours, elle menait la danse à chaque discussion, ramenant tout à son propre malheur, alors que je restais là, incapable de rétablir la vérité. Je reconnaissais sa stratégie d'isolement. Elle s'arrangeait toujours pour s'immiscer entre moi et mes amis. Dès que j'essayais de discuter seul à seul avec Tyler, elle apparaissait comme par magie, lançait des blagues complices en évoquant des sujets dont ils avaient parlé sans moi. Petit à petit, mes autres amis l'ont intégrée au groupe, et bientôt j'apprenais l'existence de sorties après coup, une fois qu'elles étaient déjà passées. J'ai vite compris que je devais tout consigner. J'ai commencé à enregistrer nos échanges, mon téléphone discrètement allumé dans la poche. Les premiers enregistrements n'ont rien donné d'exploitable. Rachel restait sur ses gardes en public. Mais à force, j'ai décelé des schémas. Elle lançait constamment des remarques insidieuses sur ma santé mentale, se demandant à voix haute si j'arrivais à gérer le décès de grand-père, suggérant qu'il me faudrait peut-être plus de temps seul pour faire mon deuil. Mes amis se sont mis à me regarder différemment, et Tyler m'a demandé s'il fallait qu'on parle de mon chagrin. Rachel avait parfaitement réussi à semer le doute. Samy, de son côté, a mis la main sur une pièce cruciale en cherchant son chargeur de Nintendo DS. Il a trouvé le journal intime de Rachel, caché derrière des serviettes dans le placard de notre salle de bain. Il a photographié chaque page, tremblant, avant de tout remettre en place comme s'il n'avait rien vu. Son contenu était accablant. Page après page, Rachel y déversait son ressentiment envers les tâches de soins, mais pas comme quelqu'un qui se confie. Elle parlait de grand-père comme d'un fardeau, un obstacle à sa liberté. Une entrée, 2 mois plus tôt, disait « J'ai recompté ces pilules. Si j'ajuste un peu la dose, personne ne s'en apercevra. Il est déjà tellement confus, tout le monde pensera à une dégradation naturelle. » Le lendemain, Rachel a tenté de manipuler Samy, essayant de lui faire croire qu'il se trompait sur le souvenir du grand-père effrayé. Samy a joué le naïf à la perfection, hochant la tête, faisant mine d'être perdu, s'excusant même de l'avoir contrarié. Ensuite, il m'a rapporté le moindre détail de leur conversation. Rachel avait tenté de lui faire croire que le grand-père délirait depuis des mois, que sa peur était simplement un symptôme de plus. J'étais bluffé par la capacité de Samy à jouer sur 2 tableaux, récoltant des informations tout en gardant l'air d'un enfant innocent. Mon petit frère se révélait être un bien meilleur enquêteur que je ne l'aurais imaginé. J'ai profité d'un passage en salle informatique au lycée pour sauvegarder les photos du journal sur plusieurs clouds, créant des copies inaccessibles à Rachel, même si elle mettait la main sur mes appareils. Les métadonnées des photos prises par Samy prouveraient la date, rendant plus difficile toute tentative de falsification. J'ai aussi commencé à constituer un dossier chronologique, recroisant les pages du journal avec les publications de Rachel sur les réseaux et les dates des soi-disant incidents concernant grand-père. Quand la police est venue, c'était frustrant mais pas surprenant. 2 agents se sont présentés à la maison suite à mon signalement de soupçons de maltraitance sur personnes âgées. Ils ont commencé par discuter avec nos parents, puis c'est Rachel qui est passée à l'action, digne d'une actrice de grand talent. Entre 2 sanglots, elle a expliqué qu'elle avait tout fait pour prendre soin de grand-père, que sa disparition avait été brutale mais, compte tenu de son âge et de ses soucis de santé, pas vraiment inattendue. Pour appuyer ses dires, elle leur a même sorti des documents médicaux sur ses anxiolytiques, même si j'ai bien remarqué que toutes les ordonnances datèrent de plusieurs mois. Les policiers ont vite conclu à une mort naturelle, conseillant à la famille de consulter un psychologue pour gérer le deuil. Ils nous ont laissé des cartes de visite de thérapeute avant de repartir. À côté, Madame Chen s'est révélée bien plus précieuse que la police. Quand je suis retourné la voir accompagnée de Samy, elle a accepté d'écrire tout ce dont elle se souvenait. Son écriture tremblait mais restait lisible. Elle a noté la musique qui résonnait tard le soir, les moments où on l'avait empêchée de rendre visite, ces odeurs bizarres qui émanaient de chez grand-père. Elle a ajouté avoir vu Rachel rentrer des courses de magasins de luxe alors qu'elle se plaignait de ne pas pouvoir acheter de nourriture correcte pour grand-père. Franchement, c'est le pompon. Rachel manipule tout le monde comme une pro. Elle débarque au centre commercial, s'impose dans le groupe, et voilà que Samy tombe par hasard sur ce carnet derrière les serviettes. C'est énorme. Madame Chen avait commencé à recenser toutes les nuisances parce qu'elle pensait déposer plainte pour tapage, et ses notes, toutes datées,
collait parfaitement avec notre chronologie. La poubelle de recyclage a fini de nous convaincre. Parmi de vieux journaux, j'ai retrouvé les relevés de cartes bancaires de grand-père complètement froissés. Les montants étaient délirants. Des milliers d'euros envolés en achats en ligne, tous livrés chez nous au lieu d'arriver chez grand-père. Vêtements de marque, électronique, bijoux. J'ai pris en photo chaque relevé, remarquant que les dépenses explosaient à partir du moment où Rachel était devenue son aidante. On voyait aussi des retraits d'espèces à des distributeurs proches de chez nous, jamais près de chez grand-père. Preuve que Rachel utilisait sa carte à son insu. Sans le vouloir, la mère de Tyler a ajouté une pièce au puzzle. Un soir, à table, elle a raconté que Rachel était venue lui poser, il y a quelques mois, des questions très précises sur les soins de fin de vie. Elle pensait alors que Rachel devait faire un exposé, mais les questions étaient bien trop ciblées. Les interactions entre certains médicaments, quels signes de détresse surveiller, combien de temps on tient sans alimentation adaptée. Elle avait trouvé ça suffisamment louche pour en parler à ses collègues, mais n'avait jamais poussé plus loin. Papa, de son côté, a commencé à tiquer sur le comportement de Rachel un soir au dîner. Elle me lançait des vannes sur mes horaires réduits, sous-entendant que je profitais du deuil pour ne rien faire. Je suis restée totalement zen, lui répondant calmement, ce qui l'a rendue furieuse. Sa voix est montée, elle m'a accusée d'être égoïste et insensible. J'ai vu papa froncer les sourcils en constatant à quel point sa fille aînée s'emportait pour un rien. Pour la première fois, il a eu l'air de douter. 3 jours plus tard, la banque a appelé au sujet d'opérations suspectes sur le compte de grand-père. Rachel était à la maison, elle a décroché la première. Je me suis posté dans le couloir pour écouter, elle a menti sans sourciller, prétendant avoir une procuration et gérer les finances de grand-père avec son accord. Elle a donné toutes les réponses de sécurité qu'elle n'aurait pu connaître qu'en fouillant dans ses papiers. Quand elle a raccroché, elle a croisé mon regard. Et là, son masque est tombé une fraction de seconde. J'ai vu passer une rage pure sur son visage. Puis elle s'est reprise et m'a ignoré en passant devant moi. Le système de la pharmacie a révélé un autre mensonge. Une voix automatique a laissé un message pour dire que les ordonnances de grand-père étaient prêtes, alors qu'elles étaient renouvelées automatiquement depuis 3 mois et jamais retirées. Ces dates correspondaient pile à la période où Rachel jurait qu'elle lui donnait ses médicaments tous les jours. Si elle allait les chercher, pourquoi les traitements s'empilaient-ils à la pharmacie? J'ai sauvegardé le message et ajouté la preuve à mon dossier. Un soir, pendant une soirée télé en famille, le hasard a fait qu'on est tombé sur une série policière qui traitait de la maltraitance des personnes âgées. Rachel était vraiment mal à l'aise sur le canapé, surtout quand le détective évoquait l'exploitation financière et les mauvais traitements. Quand les hématomes de la victime sont apparus à l'écran, elle a sursauté, ce que maman n'a pas manqué de remarquer. Elle lui a demandé si tout allait bien, Rachel a marmonné que la série était trop réaliste et a filé aux toilettes, pour ne pas revenir de tout l'épisode. Les tentatives de Rachel pour acheter mon silence sont devenues de plus en plus flagrantes. Elle m'a proposé de régler mes frais de dossier pour l'université en disant que grand-père aurait voulu m'aider à poursuivre mes études. Comme j'ai refusé poliment, elle a insisté, allant jusqu'à proposer de m'offrir mon assurance auto. Sa générosité sonnait comme un piège. Accepter, c'était lui donner un moyen de pression sur moi. Je suis resté sur mes gardes, la remerciant en lui disant que je pouvais très bien m'en sortir seul. Son irritation était palpable. Maman a alors fait une réflexion qui m'a redonné de l'espoir. Elle a confié à papa que Rachel semblait pressée de gérer toute la paperasse de la succession, au point de vouloir rencontrer les avocats sans eux pour leur éviter la charge émotionnelle. Maman trouvait tout de même étrange qu'une fille de 17 ans s'intéresse autant aux questions juridiques et financières. Elle ne savait pas encore la vérité, mais le doute commençait à s'installer. J'ai passé des heures à éplucher la chronologie des signalements de Rachel sur la prétendue confusion de grand-père. À chaque fois, ça coïncidait curieusement avec l'arrivée de sa pension ou de ses allocations. C'était flagrant. Soi-disant, grand-père avait besoin de soins renforcés pile au moment où l'argent tombait, ce qui justifiait la présence accrue de Rachel et son accès à ses finances. J'ai compilé tout ça dans un graphique que j'ai sauvegardé à plusieurs endroits. La réalité de notre situation m'a frappé lors d'une réunion de famille. Tyler, nos parents, la majorité de la famille élargie, tout le monde croyait encore dur comme fer à la version de Rachel. Elle avait tellement soigné son image de petite fille modèle que remettre en cause sa parole, c'était presque un crime. Seule Madame Chen et Sammy me faisaient entièrement confiance. Aux yeux des autres, je n'étais qu'un adolescent endeuillé, un peu rebelle, qui cherchait des coupables pour soulager une culpabilité mal placée de ne pas avoir aidé davantage avec grand-père. Mais tout bascula le jour où je découvris, dans la voiture de Rachel alors qu'elle m'avait envoyé chercher son sac, un ticket de caisse pour un téléphone prépayé acheté en liquide 2 semaines avant la mort de grand-père, dans une boutique à l'autre bout de la ville. Pourquoi aurait-elle eu besoin d'un téléphone jetable alors qu'elle était censée veiller sur lui? Je pris en photo le ticket, fouillai discrètement le reste de la voiture sans rien trouver d'autre, mais je mémorisais chaque détail. De son côté, Sammy dut affronter Rachel quand elle découvrit sa Nintendo DS cachée sous son lit, alors que nos parents lui avaient strictement interdit d'en posséder une. Elle le menaça de tout révéler à moins qu'il ne cesse de me parler de grand-père. Mais au lieu de se laisser intimider, mon petit frère la fixa droit dans les yeux et déclara qu'il se fichait désormais de la console. Ce soir-là, il me raconta tout, et nous tombâmes d'accord. Il avait eu raison. Certaines choses comptaient plus qu'éviter une punition, et ce secret partageait soudain encore davantage notre complicité fraternelle. Sammy confia qu'il n'avait jamais vraiment cru aux histoires de Rachel, mais qu'il manquait de courage pour la contredire. Il me montra alors quelques notes prises à la va-vite dans son agenda, de petites observations sur le comportement de Rachel qui, prises isolément, semblaient insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, dessinaient un tableau troublant.
On passa des heures dans sa chambre à comparer nos notes et à étoffer notre dossier, en chuchotant pour ne rien laisser filtrer. L'idée de fabriquer des preuves m'effleura à plusieurs reprises. Il aurait été si simple de glisser un objet compromettant dans la chambre de Rachel pour provoquer une confrontation, mais je savais pertinemment que c'était une fausse bonne idée. Il nous fallait des preuves irréfutables. Ses propres mots, ses propres gestes. Tenter de tricher aurait discrédité tout notre travail. Il fallait faire confiance au temps et à la vérité. Le premier vrai dérapage de Rachel se produisit lors d'une dispute autour de la vente de la maison de grand-père. Nos parents souhaitaient attendre, mais Rachel insistait pour vendre dans l'urgence, évoquant le coût de l'entretien et les taxes. Dans son empressement, elle révéla que grand-père prenait ses anxiolytiques à des horaires précis dont elle n'était pas censée avoir la charge. Maman ne laissa rien passer et lui demanda comment elle pouvait connaître ce planning si elle ne s'en occupait pas. Rachel bredouilla une excuse, mais le doute était semé. Le témoignage écrit de Madame Chen prit un tout autre poids quand elle ajouta des détails sur les incohérences de calendrier. Elle tenait un agenda de ses visites à grand-père, et ses notes prouvaient que Rachel mentait sur son état bien avant son décès. Les jours où Rachel prétendait qu'il était trop confus pour recevoir du monde ne correspondaient pas au moment où Madame Chen l'apercevait à travers la fenêtre, parfaitement lucide, cherchant même parfois à attirer l'attention. Après des propos glaçants de Rachel sur le fardeau que représentent les personnes âgées, la mère de Tyler cessa de l'inviter à dîner. Rachel avait lâché, presque soulagée, que certaines familles avaient de la chance lorsque leurs aînés partaient en vite, au lieu de s'attarder. L'infirmière fut si troublée qu'elle recommanda à Tyler, sans en dire plus, de se méfier de Rachel. Peu à peu, les crises de Rachel liées au stress de l'aidant se mirent à coïncider de façon troublante avec les virements reçus par grand-père. Chaque accès de colère, chaque effondrement sur la difficulté de sa mission, survenait juste après l'arrivée de l'argent. J'ai dressé une chronologie colorée pour illustrer la corrélation. C'en était presque flagrant. Impossible de ne pas se poser de questions. Jim, le partenaire de poker de grand-père, m'a donné des informations inattendues quand je l'ai abordé discrètement au supermarché. Il m'a confié que Rachel, des mois avant la mort de grand-père, lui avait posé des questions très précises sur son testament, cherchant à savoir s'il l'avait modifié récemment et qui étaient les bénéficiaires. Jim avait trouvé cela étrange, mais avait supposé que Rachel était seulement prévoyante. Il me raconta aussi que, lors de leur dernier échange, grand-père semblait effrayé, murmurant qu'il ne pouvait pas parler longtemps car elle risquait de l'entendre. Quand la question du testament fut mise sur la table, Rachel perdit un peu de sa superbe. Elle affirma que grand-père s'embrouillait, confondait tout et oubliait ses biens, mais elle évita mon regard et ses mains tremblaient. Pour la première fois, je la voyais vraiment déstabilisée par une question frontale. L'aveu de papa, lui, me tomba dessus un soir dans le garage. Il reconnut avoir eu tort d'ignorer mes craintes au sujet du médecin et admit avoir remarqué que Rachel devenait de plus en plus instable et autoritaire, surtout dès qu'il s'agissait de la succession. Il n'était pas encore prêt à tout croire, mais commençait à douter de la version de Rachel. À mesure que Rachel s'embourbait, son tissu de mensonges se délavait. Elle se contredisait sur les horaires de médicaments, mélangeait symptômes et maladies, embrouillait la chronologie de la prétendue dégradation. Chaque faux pas était minime, mais, mis bout à bout, il fragilisait tout son édifice. Lors d'un nouvel échange, Jim lâcha une révélation de plus. Sa femme avait été très proche d'une amie de Rachel, qui avait aussi pris soin d'un parent âgé, décédé subitement, officiellement de cause naturelle, après une période de soins dévoués. La ressemblance avec notre histoire était trop troublante pour n'être qu'un hasard. 2 personnes âgées, toutes 2 mortes de façon inattendue, après avoir été prises en charge par des adolescentes qui se plaignaient du poids de cette responsabilité. J'ai mis Jim en garde contre le groupe d'amis de Rachel, sans jamais lui dévoiler l'ampleur de nos soupçons. Il a pris l'avertissement au sérieux, avouant qu'il s'était déjà senti mal à l'aise en présence de certaines d'entre elles lors de manifestations locales. Il avait promis de garder ses distances et de rester attentif aux moindres signes suspects. Peu à peu, le réseau d'entraide s'est mis en place, discret mais efficace. Sammy, Madame Chen, Jim et le docteur Morrison se transmettaient des informations de façon prudente, sans jamais organiser de réunions officielles ni laisser de traces évidentes dont Rachel aurait pu se douter. Au contraire, tout circulait lors de rencontres apparemment anodines, à travers des discussions menées avec précaution, chacun ajoutant à sa manière une pièce au puzzle. Quand Rachel a tenté de me culpabiliser en m'accusant d'avoir abandonné la famille, son stratagème est tombé complètement à plat. Elle m'a accosté dans la cuisine, les yeux embués de larmes, lançant que j'étais froide et distante au moment où elle aurait eu le plus besoin de moi. Je me suis contenté de sourire, lui glissant quelques paroles réconfortantes, sans me laisser embarquer dans son jeu émotionnel. Plus je restais sereine, plus elle perdait contenance, jusqu'à quitter la pièce furieuse que sa mise en scène n'ait servi à rien. Le jour où maman a retrouvé le carnet de chèques de grand-père entre les mains de Rachel, tout a basculé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait demandé à Jim des renseignements sur le testament de grand-père plusieurs mois avant sa mort, puis qu'elle ait tenté de mentir avec une voix tremblante quand ils lui ont posé des questions. C'est vraiment incroyable. Rachel a tenté de se justifier, expliquant qu'elle classait des papiers pour l'avocat, mais son excuse sonnait faux, surtout quand maman a remarqué des écritures récentes, reconnaissables à la main tremblante de grand-père, datées après son décès. Rachel a essayé de faire passer cela pour une erreur de date, mais le doute s'est immédiatement lu sur le visage de maman. Nos parents ont trouvé un certain apaisement lors de séances chez le pasteur, qui a accueilli leurs inquiétudes sur la famille, en suggérant avec tact que parfois, le deuil pouvait provoquer des comportements inattendus. Sans jamais accuser qui que ce soit, il leur a ouvert les yeux sur le fait que les choses n'étaient peut-être pas si simples.
Sa bienveillance leur a permis d'affronter plus sereinement ce qui les attendait. Finalement, le service fraude de la banque a détecté des anomalies sur le compte de grand-père, des retraits mystérieux au distributeur, bien après son décès, impossibles à justifier par des opérations habituelles. J'ai intercepté l'appel avant que Rachel n'en prenne connaissance, notant chaque détail avant d'effacer le message du répondeur. L'enquête de la banque allait laisser une trace officielle que Rachel n'aurait plus moyen de maquiller. L'échéance de la vente de la maison de grand-père a mis Rachel sous pression. Elle voulait en finir au plus vite, au point de commettre des erreurs grossières. Elle a laissé entendre qu'elle connaissait des travaux faits dans la maison alors qu'elle affirmait ne jamais y avoir mis les pieds, a décrit la disposition des meubles dans des pièces censées rester fermées, a parlé de réparations qui ne pouvaient avoir eu lieu qu'à des moments où elle prétendait que grand-père refusait d'ouvrir à qui que ce soit. La séance de thérapie familiale qu'elle avait elle-même exigée s'est retournée contre elle. Son habituel rôle de victime sonnait creux, surtout quand la thérapeute l'a interrogée sur la dynamique familiale. Ses réponses étaient trop lisses, trop préparées, manquaient de cette spontanéité et de ces contradictions propres à la véritable peine. L'expression attentive de la thérapeute ne laissait planer aucun doute sur sa lucidité. J'ai compris alors que pour obtenir des aveux, il fallait accepter le risque d'une réaction violente de Rachel. Elle avait déjà montré jusqu'où elle était capable d'aller contre ceux qui la menaçaient, mais il fallait rendre justice à grand-père, quitte à me mettre en danger. Je me suis mise à tout préparer très soigneusement, cherchant à provoquer des situations où Rachel finirait par se trahir, tout en limitant les risques. Ma stratégie a changé. Plutôt que de la confronter frontalement, j'ai privilégié les questions apparemment innocentes qui l'obligeaient à s'embrouiller dans ses propres mensonges. À chaque nouveau détail, de nouvelles incohérences apparaissaient, et je notais tout, constituant un dossier solide de toutes ces manipulations. Peu à peu, les membres de la famille élargie ont cessé d'accepter ces demandes sur les réseaux sociaux après avoir entendu certains chuchotements lors des réunions de famille. Le bouche à oreille a fait son effet. Chacun sentait qu'il y avait un problème, même si peu connaissaient le fin mot de l'histoire. L'image impeccable que Rachel s'était forgée commençait à s'effriter à mesure que ses récits perdaient en cohérence. Les preuves accumulées racontèrent désormais une histoire implacable. Relevés bancaires, dossiers médicaux, témoignages, contradictions de Rachel, tout s'imbriquait en une démonstration d'abus et de préméditation. Pris isolément, chaque élément aurait pu sembler insignifiant, mais ensemble, ils étaient écrasants. L'intervention de Tyler a tout changé. Il était passé chez Rachel pour lui rendre un manuel lorsqu'il l'a surprise au téléphone dans sa chambre. Il l'a entendu rire, racontant à quel point il avait été facile de manipuler tout le monde, et comment grand-père, trop faible, n'avait pas pu se défendre à la fin. Ce qui l'a le plus marqué, c'est de l'entendre dire le plaisir qu'elle avait pris à le voir souffrir, à observer la peur dans ses yeux. Bouleversé, Tyler est immédiatement venu me rapporter la scène. Quand Rachel a tenté de garder l'amitié de Tyler en lui proposant la voiture de collection de grand-père, sous prétexte que ce dernier voulait la lui offrir pour le remercier de sa loyauté, Tyler a tout de suite compris que c'était inventé. Il connaissait à peine grand-père. Il n'y avait aucun lien entre eux. La désinvolture avec laquelle Rachel proposait des biens volés montrait à quel point elle agissait sans la moindre gêne. Tyler a partagé cette histoire avec sa mère, déjà inquiète du comportement de Rachel. L'infirmière a été choquée qu'une adolescente puisse vouloir céder un objet de valeur qui aurait dû revenir à l'héritage. Elle a conseillé à Tyler de prendre ses distances et de garder une trace de leurs échanges. Rachel a fini par perdre son emploi après avoir enchaîné les absences, prétextant des démarches liées à la succession. Sa supérieure avait d'abord fait preuve de compréhension, sachant combien un deuil peut être difficile à traverser. Mais à force de voir Rachel s'absenter sans cesse pour des rendez-vous d'avocats imaginaires et des réunions bancaires impossibles à vérifier, tout le monde a fini par perdre patience. La diminution des revenus semblait la pousser à régler la succession de grand-père au plus vite. De mon côté, je voyais grandir autour de moi un véritable réseau de soutien, à mesure que les gens ouvraient enfin les yeux sur la réalité. Ceux qui avaient assisté au comportement trouble de Rachel n'hésitaient plus à raconter ce qu'ils avaient vu, et tous ces épisodes, mis bout à bout, révélaient un schéma évident de maltraitance qui avait débouché sur la tragédie. La découverte du centre communautaire a été un vrai choc. Rachel avait touché des aides réservées aux proches aidants, censées leur permettre de souffler un peu en produisant des papiers affirmant qu'elle veillait sur grand-père jour et nuit. Grâce à ça, elle avait encaissé des milliers d'euros, alors que cet argent devait servir à payer une aide professionnelle et non à arrondir ses fins de mois. Impossible pour elle de nier la fraude. Tout était consigné dans des dossiers officiels. J'ai présenté les preuves à nos parents une à une, méthodiquement. D'abord la fraude financière, facile à prouver avec des documents écrits, puis la négligence médicale, étayée par les relevés de pharmacie et les déclarations des médecins, et enfin les violences physiques, avec photos et témoignages à l'appui. Chaque élément s'ajoutait au précédent, formant un dossier accablant, même pour des parents qui ne voulaient en voir que l'innocence de leur fille. L'inévitable confrontation a eu lieu pendant une réunion familiale, quand maman et papa ont exigé des explications. À leurs yeux, il y avait désormais trop de preuves pour continuer à fermer les yeux. Ils ont interrogé Rachel directement sur l'argent, les médicaments, les incohérences de ses récits. Cette fois, plus rien ne marchait. Ni ses larmes, ni ses accès de colère, ni ses mensonges trop confus. Sous la pression, le masque de Rachel a commencé à se fissurer. Elle s'agitait sur sa chaise, pianotant nerveusement pendant que maman agitait sous son nez les relevés bancaires que j'avais fournis.
Sa voix tremblait quand elle a fini par admettre avoir pris de l'argent, prétextant que grand-père aurait voulu la récompenser pour tout ce qu'elle avait fait. Elle se justifiait en gesticulant, répétant qu'il avait été épuisant de s'occuper de lui et qu'elle méritait bien une compensation pour ses années de sacrifice. Le visage de papa s'est durci quand Sammy a posé son téléphone sur la table pour montrer les photos des hématomes de grand-père. Les dates prouvaient que Rachel mentait sur l'origine des blessures. Alors qu'elle assurait qu'elles dataient de chutes survenues bien avant la mort de grand-père, les clichés pris par Sammy lors d'une visite montraient des bleus tout récents. À ce moment-là, Rachel a blêmi, comprenant qu'il n'y avait plus d'échappatoire. J'ai sorti l'ensemble du dossier. Relevé bancaire, registre de pharmacie, déclaration écrite de Madame Chen, capture d'écran des publications de Rachel sur les réseaux sociaux, photos d'extraits du journal intime, témoignages écrits de Tyler. Tout s'imbriquait parfaitement, dressant le portrait sans appel d'abus répétés et de vols méthodiques. Les mains de maman tremblaient à mesure qu'elle découvrait chaque nouvelle pièce et son visage se défaisait peu à peu. L'atmosphère s'est alourdie tandis que nos parents réclamaient la vérité, toute la vérité. Rachel a alors complètement perdu son sang-froid. Elle s'est levée si brusquement qu'elle a renversé sa chaise et s'est mise à hurler qu'on ne reconnaissait pas sa valeur, qu'on n'imaginait pas le poids qu'elle portait, ni à quel point grand-père avait été un boulet pour la famille. Au moment où papa a évoqué l'idée d'appeler la police, la scène a basculé. Rachel s'est ruée vers le plan de travail, a saisi un couteau de cuisine et l'a brandi contre son poignet, les yeux fous, menaçant de se faire du mal si quelqu'un prévenait les autorités. Maman a éclaté en sanglots, la suppliant de poser le couteau. Papa a levé les mains pour tenter de la calmer, promettant de ne rien faire si elle acceptait de parler. La manœuvre de Rachel a fonctionné exactement comme elle l'espérait. Nos parents, submergés par leur instinct protecteur, hésitaient, incapables de concilier l'horreur des faits et la peur de perdre un enfant. Maman parlait déjà d'aide, de thérapie, de n'importe quoi plutôt que d'imaginer une plainte ou une enquête. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de voir la famille s'effondrer encore davantage, même si cela signifiait protéger celle qui avait causé tout ce mal. Papa l'a suivi, arguant qu'il fallait se reconstruire plutôt que s'acharner à obtenir justice. En un instant, la justice pour grand-père passait après la protection de Rachel. Tout le soutien que j'avais mis des semaines à rassembler semblait sur le point de voler en éclats. Madame Chen, elle, voulait appeler la police sur le champ, convaincue que grand-père méritait justice. Jim abondait dans son sens, affirmant que Rachel était dangereuse et devait être arrêtée. Mais la mère de Tyler, elle, redoutait l'explosion familiale, plaidant plutôt pour une thérapie. Le docteur Morrison restait en retrait, attendant de s'aligner sur la décision de la famille. Petit à petit, l'alliance se disloquait, et je me retrouvais seul face à un choix impossible. J'ai compris que je devrais agir sans eux. Mes parents ne pensaient qu'à protéger Rachel, persuadés qu'une thérapie arrangerait tout, convaincus que la guérison comptait plus que la vérité. Mais moi, je savais que Rachel ne changerait jamais sans en assumer les conséquences. Elle avait tué grand-père et le referait peut-être un jour. L'idée de la piéger avec un enregistrement a commencé à germer alors que je la voyais manœuvrer nos parents à coups de larmes et de promesses vagues de se faire aider. Il me fallait la voir seule, loin de leur protection, pour tenter d'obtenir l'aveu dont nous avions besoin. Mon téléphone enregistrait très bien. Si je le gardais discrètement dans ma poche, j'avais peut-être une chance. C'était risqué. Rachel avait déjà montré qu'elle pouvait être violente. 3 jours plus tard, elle a accepté de me retrouver dans la maison vide de grand-père, me disant par message qu'il fallait crever l'abcès et avancer. Je me doutais que c'était sûrement un piège, mais je savais aussi que c'était peut-être l'unique occasion. La maison était à vendre, et elle tenait absolument à y retourner une dernière fois avant l'arrivée des nouveaux propriétaires. J'ai accepté, mon téléphone déjà en mode enregistrement dans ma poche pendant que je conduisais. Sans grand-père, la maison n'avait plus rien de familier. Chaque pièce vide amplifiait le bruit de nos pas, tandis que Rachel me menait droit à la cuisine où il était mort. Elle s'est appuyée contre le plan de travail, pile à l'endroit où elle s'était tenue en racontant comment elle avait découvert le corps. Son visage était fermé, impossible de deviner ce qu'elle pensait alors qu'elle me fixait, les mains dans le dos. Même lorsque j'ai abordé mine de rien le sujet de la femme de Jim et les similitudes avec la mort de grand-père, Rachel n'a pas bronché. Pourtant, pour la première fois, j'ai vu la surprise traverser son regard. Elle ignorait que j'avais fait le lien. Elle s'est vite ressaisie, mais pas assez pour masquer entièrement son trouble. J'ai vu l'hésitation passer dans ses yeux, le temps qu'elle décide de ce qu'elle allait révéler. Elle s'est lancée dans des explications sur les forums en ligne découverts par hasard, disant à quel point il lui avait ouvert les yeux sur la dureté du quotidien des aidants. Sa voix a pris de l'assurance en évoquant toutes ses lectures sur l'épuisement, l'injustice de voir des jeunes sacrifier leur vie pour des personnes âgées. Elle avait détourné à son profit les ressources censées soutenir les aidants en détresse, en faisant presque un manuel de maltraitance, puisant dans les témoignages des autres pour justifier sa colère. Soudain, un mouvement à la fenêtre a capté mon attention. Sammy m'avait suivi en cachette, malgré mes instructions strictes de rester à la maison. Il était accroupi derrière un buisson, le téléphone braqué sur nous, en train de filmer à travers la vitre. Mon petit frère avait tout prévu sans rien dire, prêt à intervenir si quoi que ce soit tournait mal. J'ai ressenti un mélange d'inquiétude et de fierté. Le moment crucial est arrivé quand Rachel s'est approchée. Impossible de deviner ses intentions. Tous mes instincts me hurlèrent de me défendre, de frapper la première. Mais ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'obtenir sa confession. Je me suis forcé à rester calme, à garder la voix posée en posant la question qui me hantait depuis la mort de grand-père. Son rire m'a glacé le sang lorsque je lui ai demandé si elle avait éprouvé du plaisir à le regarder mourir. Elle a acquiescé, un demi-sourire aux lèvres, confirmant mes pires soupçons. Ses yeux brillaient tandis qu'elle racontait la sensation de puissance, la satisfaction d'avoir enfin repris la main. Des mois à se sentir piégée, impuissante, écrasée par ses devoirs.
Sa mort avait été une délivrance pour elle. Les souvenirs se sont précipités, elle ne pouvait s'empêcher de se vanter, oubliant toute prudence. Elle m'a montré comment elle avait forcé grand-père à avaler de l'eau alors qu'il était trop faible pour protester, maquillant la noyade en accident. Ses mains mimaient le geste, illustrant la façon dont elle lui maintenait la tête en arrière, continuant à verser l'eau malgré ses faibles tentatives pour se dégager. Cette confession, c'était tout ce qu'il nous fallait. Mais Rachel a brusquement changé d'attitude en remarquant ma main dans ma poche. Elle s'est précipitée vers le bloc à couteau, comme lors de la fameuse dispute familiale. J'ai réussi à me décaler, la lame ne m'effleurant que de justesse. Son cri de rage a résonné quand elle a compris que j'étais en train d'enregistrer. Elle s'est alors lancée dans une tirade contre la famille, nous accusant d'ingratitude, incapable de comprendre ses sacrifices, répétant que grand-père avait mérité son sort. Elle a continué à fulminer tandis que j'évitais tant bien que mal ses gestes imprécis, détaillant tous les mauvais traitements, la privation de médicaments, la faim, l'insomnie, chaque méfait justifié par son propre épuisement. Elle s'était convaincue qu'elle avait offert à grand-père une forme de délivrance, persuadée que sa souffrance était le reflet de la sienne. Cette illusion l'aveuglait totalement. La voiture de nos parents a déboulé dans l'allée au moment même où Rachel expliquait comment elle avait mis fin à ses jours. Ils nous avaient retrouvés grâce à Sammy, qui leur avait envoyé un message depuis le jardin. Papa est entré en trombe, découvrant la scène. Rachel armée d'un couteau, moi acculé, Sammy filmant dehors. Son visage était défiguré par l'horreur. Maman s'est effondrée sur place, et Rachel, face à eux, a laissé tomber toute façade. Elle les a regardés bien en face, et a lancé d'un ton glacial que grand-père serait mort de toute façon, qu'elle n'avait fait qu'anticiper l'inévitable. Pas l'ombre d'un regret, pas la moindre culpabilité, juste un pragmatisme glaçant. La fille qu'ils avaient voulu protéger, l'enfant à sauver, s'était révélée meurtrière sans pitié. Papa tremblait en appelant la police, la voix brisée. Rachel n'a opposé aucune résistance à l'arrivée des agents, affichant un calme presque inquiétant. Elle a remis le couteau, l'air serein. Quand on l'a emmenée menottée, elle a jeté un dernier regard vide dans notre direction, sans la moindre conscience de tout ce qu'elle avait détruit. Très vite, la nouvelle s'est répandue dans le quartier et la famille élargie s'est réunie chez nous. Madame Chen a fondu en larmes en apprenant que justice serait enfin rendue. Jim a acquiescé, soulagé que la mort de grand-père ne reste pas impunie. Tyler et sa mère étaient là, nous épaulant, conscients de la réalité. Le docteur Morrison a transmis les dossiers médicaux pour étoffer le dossier. Jim, qui s'y connaît en informatique, a fourni la preuve décisive. Il avait fouillé les forums sur l'aide aux seniors mentionnés par Rachel et retrouvé ses messages sous un pseudo rattaché à son adresse mail. Elle y détaillait sa préparation, ses recherches sur les moyens d'abuser sans se faire prendre, ses questions sur la succession. Sans le vouloir, elle avait laissé une trace numérique irréfutable de sa préméditation. 6 mois plus tard, notre famille n'était plus la même. Rachel attendait son procès, sa confession enregistrée rendant toute défense impossible. Sammy et moi voyions un psy 2 fois par semaine pour essayer de surmonter le traumatisme d'avoir découvert la vérité sur notre sœur. Nos parents se débattaient chaque jour avec la culpabilité, se demandant quels signes ils avaient pu ignorer, comment leur fille avait pu en arriver là. Maman ne mettait presque plus un pied dehors, papa se noyait dans le travail. La maison de mon grand-père s'est vendue en un rien de temps, et nos parents ont préféré remettre l'argent à une association locale qui vient en aide aux personnes âgées, en souvenir de lui. C'était au fond le seul rayon de lumière qui émergeait de tout ce drame. Chaque jour, Madame Chen se rendait sur la tombe de grand-père, déposait des fleurs fraîches et lui racontait les petits potins du quartier, comme s'il pouvait encore l'entendre. Sa fidélité nous a énormément soutenus dans notre deuil. De mon côté, j'ai commencé à intervenir lors d'événements pour sensibiliser à la maltraitance des personnes âgées, partageant notre histoire pour aider d'autres familles à repérer ce que nous avions manqué. À chaque prise de parole, j'avais l'impression de rendre hommage à mon grand-père, de transformer notre peine intime en prévention pour les autres. Les gens étaient systématiquement stupéfaits quand je racontais comment une aide-soignante apparemment irréprochable avait réussi à dissimuler des abus constants derrière une façade de dévouement. Ce n'est pas un affrontement spectaculaire qui a rendu justice, mais la ténacité et la vérité. Nous avons traversé l'épreuve en ouvrant les yeux sur la réalité, en acceptant que Rachel était perdue pour de bon, que certaines blessures restent ouvertes à jamais. Le souvenir de mon grand-père continue de vivre dans toutes les vies que nous avons pu préserver en racontant son histoire, dans la prise de conscience que nous avons éveillée sur la question des abus envers les aînés. La douleur est toujours là, mais elle s'accompagne désormais d'un sens nouveau. Tomber sur tous ces messages en ligne où elle avait tout prémédité a été la preuve irréfutable qui bouclait la boucle. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner.